Ainsi soit que le style dans lequel nos beaux auteurs du temps de Louis XIV ont écrit demeure toujours le style à la mode. Je veux dire le style dans lequel nos poètes et nos orateurs tâchent de composer, soit que ce style est le sort du style en usage sous le règne des deux premiers Césars, qui commença de se corrompre dès le règne de Claudius, sous qui les beaux esprits se donnèrent la liberté d'introduire l'excès des figures, en voulant suppléer par le brillant de l'expression à la force du sens et à l'élégance simple où leur génie ne pouvait pas atteindre. Je tiens que les poètes illustres du siècle de Louis XIV seront comme Virgile et comme l'Arioste, immortels sans vieillir. En second lieu, nos voisins admirent ceux des poètes français que nous admirons déjà, et ils redisent aussi volontiers que nous ceux des vers de Despréaux et de La Fontaine, qui sont passés en proverbes. Ils ont adopté nos bons ouvrages en les traduisant en leur langue. Malgré la jalousie du bel esprit, presque aussi vive de nation à nation que de particulier à particulier, ils mettent quelques-unes de ces traductions au-dessus des ouvrages du même genre qui se composent dans leur patrie. Nos bons poèmes ainsi que ceux d'Homère et de Virgile sont entrés déjà dans cette bibliothèque commune aux nations et dont nous avons parlé. Il est aussi rare dans les pays étrangers de trouver un cabinet sans un Molière que sans un Terence. Les Italiens, qui évitent autant qu'ils le peuvent de nous donner des sujets de vanité, peut-être parce qu'ils se croient tous chargés du soin de notre conduite, ont rendu justice au mérite de nos poètes. Comme nous admirions et comme nous traduisions leurs poètes dans le XVIe siècle, ils ont admiré et traduit les nôtres dans le XVIIe. Ils ont mis en italien les plus belles pièces de nos poètes comiques et de nos poètes tragiques. Castelli, secrétaire de l'électeur de Brandenburg, a mis en italien les œuvres de Molière et cette version a été réimprimée plusieurs fois. Il y a même des pièces de Molière qui non seulement ont été traduites plus d'une fois littéralement en italien, mais qui ont encore été trouvées assez bonnes pour mériter d'être habillées et travesties, pour ainsi dire, en comédie italienne. Nous avons une comédie italienne intitulée Don Pilone, que Gilli, son auteur, dit avoir tirée de la pièce du Tartuffe de Molière. Pour le dire en passant, comme Gilli ne fait pas mention dans la préface de ce qu'il me souvient d'avoir lu autrefois dans quelques mémoires, que le Tartuffe était originairement une comédie italienne et que Molière n'avait fait que l'accommoder à notre théâtre. On peut bien en douter. L'auteur de ces mémoires l'a peut-être entendu dire. Les Italiens rient et ils pleurent à ces pièces avec plus d'affection qu'à leur représentation des pièces de leurs compatriotes. Quelques-uns de leurs poètes s'en sont moins, même pleins. L'abbé Gravina, dans sa dissertation sur la tragédie qu'il fit imprimer il y a 25 ans, dit que ses compatriotes adoptent sans discernement des pièces dramatiques françaises dont les défauts sont blâmés de notre nation, qui s'en est expliqué par la bouche de deux de ses plus fins critiques. Il entend parler du père Rapin et de Dacier, dont il vient de rapporter les jugements sur les tragédies françaises, jugements qu'il adopte avec d'autant plus de plaisir qu'il a composé son ouvrage principalement pour montrer la supériorité de la tragédie ancienne sur la tragédie moderne. Mais je vais rapporter en entier le passage de l'abbé Gravina. Le lecteur ne saurait avoir oublié déjà que lui-même il était poète et qu'il avait composé plusieurs tragédies à l'imitation de celles des anciens. Cette nation, si cultivée de François Ier à nos jours, malgré le sérieux du jugement avec lequel elle s'est prononcée sur ses propres œuvres théâtrales, par l'entremise de ses plus fins critiques, voici qu'elle nous les présente car même aujourd'hui, et nous de les adopter aveuglément et sans discernement aucun, de les répandre à travers tous les théâtres et de les traduire avec de nouvelles idées fausses, des expressions encore plus romanesques et autrement plus grandiloquentes qui éloignent pour toujours des règles de la nature et de la raison, l'esprit et le langage des hommes. Si, comme cet auteur le prétend, ses compatriotes ajoutent de faux brillants et des expressions romanesques à nos pièces, le reproche ne nous regarde point. Les jeunes gens à qui l'on a donné de l'éducation connaissent autant Despréaux qu'Horace, et ils ont retenu autant de vers du poète français que du poète latin à La Haye, à Stockholm, à Copenhague, en Pologne, en Allemagne et même en Angleterre.
On ne doit pas se défier de l'approbation des Anglais. Ils louent cependant Racine, ils admirent Corneille, Despréaux et Molière. Ils leur ont fait le même traitement qu'à Virgile et qu'à Cicéron. Ils les ont traduits en anglais. Dès qu'une pièce dramatique réussit en France, elle est comme certaine de parvenir à cet honneur. Je ne crois point même que les Anglais aient 3 traductions différentes des églogues de Virgile, et cependant ils ont 3 traductions différentes de la tragédie de Horace de Corneille. Dès 1675, les Anglais avaient une traduction en prose de l'Andromaque de Racine, retouchée et mise au théâtre par Crown. En 1712, Phillips fit représenter et puis imprimer une nouvelle traduction en vers de cette même tragédie. Il y a véritablement ajouté 3 scènes à la fin du 5e acte, et comme elles sont propres à faire connaître le goût de la nation de Phillips, je dirai ce qu'elles contiennent. Dans la première de ces scènes ajoutées, Phénix paraît avec une nombreuse suite à laquelle il ordonne de poursuivre au reste. Dans la seconde, Andromaque rentre sur le théâtre, non pas comme Racine l'y fait revenir dans la première édition de sa tragédie, c'est-à-dire comme captive d'Oreste, qui va l'emmener à Sparte, mais elle y revient pour promettre au corps de Pyrrhus qu'on apporte sur le théâtre tous les soins d'une femme tendre et affligée de la mort de son mari. Dans la troisième de ces scènes, Andromaque, qui entend un bruit de guerre qui annonce la proclamation de son fils Astyanax, se livre aux sentiments convenables à son caractère. Je ne parle ici que des traductions qu'on donne pour ce qu'elles sont, car il arrive souvent que les traducteurs anglais nient de lettres et qu'ils veulent donner leur copie pour un original. Combien de fois Dryden, au jugement même de ses compatriotes, a-t-il copié les auteurs français dans des ouvrages qu'il donnait pour être de son invention? Mais ces détails deviendraient fatigants pour le lecteur. Les Allemands ont voulu avoir en leur langue beaucoup d'ouvrages des bons poètes français, quoique ces traductions leur fussent moins nécessaires qu'à d'autres, d'autant qu'ils font l'honneur à notre langue de la parler très communément. Il est même très ordinaire qu'ils écrivent entre eux en français, et plusieurs princes se servent de cette langue pour entretenir la correspondance avec leurs ministres, bien que les uns et les autres ils soient nés allemands. En Hollande, toutes les personnes qui ont quelque éducation savent parler français dès leur jeunesse. L'État se sert de cette langue en plusieurs occasions, et il applique même son grand sceau à des actes rédigés en français. Les Hollandais ont traduit néanmoins nos bons ouvrages, principalement les dramatiques. Ils ont voulu, pour ainsi dire, les naturaliser flamands. Le comte d'Ericeira, le digne héritier de Tite-Live de sa patrie, a mis en portugais l'art poétique de Despréaux. Enfin, nos voisins ne traduisent pas les tragédies de Jodelle et de Garnier. On ne voyait pas sous Henri IV des troupes de comédiens français parcourir la Hollande, la Pologne, l'Allemagne, le Nord et quelques États d'Italie pour y jouer les pièces de Hardy et de Chrétien. Il y a même aujourd'hui des troupes de comédiens français qui ont des établissements fixes dans les pays étrangers. Le suffrage de nos voisins, aussi libre et aussi désintéressé que le suffrage de la postérité pourra l'être, me semble un garant de son approbation. Les louanges que Despréaux a données à Molière et à Racine concilieront autant de suffrages à ces deux poètes dans l'avenir qu'elles peuvent leur en avoir procuré parmi les Anglais et parmi les Italiens, nos contemporains. Qu'on ne dise point que la vogue ou la langue française est depuis 70 ans et la cause de la vogue que nos poésies peuvent avoir dans les pays étrangers. Les étrangers nous diront eux-mêmes que ce sont nos poèmes et nos livres qui, plus qu'aucun autre événement, ont contribué à donner à la langue dans laquelle ils sont écrits un si grand cours qu'elle a presque ôté à la langue latine l'avantage d'être cette langue que les nations apprennent par une convention tacite pour se pouvoir entendre. On peut dire aujourd'hui de la langue française ce que Cicéron disait de la langue grecque. Les ouvrages en grec sont lus par presque toutes les nations. Les ouvrages en latin sont bien compris seulement par le petit cercle des nations de langue latine. Lorsqu'un ministre allemand va traiter d'affaires avec un ministre anglais ou un ministre hollandais, il n'est pas question de quelle langue ils emploieront dans leurs conférences. La chose est convenue depuis longtemps, ils parlent français. Les étrangers se plaignent même que notre langue envahisse, pour ainsi dire, les langues vivantes, en introduisant ces mots et ces phrases à la place des anciennes expressions. Les Allemands et les Hollandais disent que l'usage que font leurs concitoyens des mots, et principalement des verbes français, en parlant hollandais et allemand, corrompt leur langue.
langue, comme Ronsard corrompait le français par les mots et par l'élocution des langues savantes qu'il introduisait dans ses vers. L'examinateur, c'est l'auteur d'un écrit qui se publiait il y a 30 ans, à Londres, plusieurs fois chaque semaine, dit que le français s'est tellement introduit dans les phrases anglaises lorsqu'il s'agit de parler de guerre, que les Anglais ne peuvent plus entendre les relations des sièges et des combats que leurs compatriotes écrivent en anglais. L'abbé Gravina a fait une pareille plainte pour la langue italienne dans son livre sur la tragédie. On peut même penser que les écrits des grands hommes de notre nation promettent à notre langue la destinée de la langue grecque littérale et de la langue latine, c'est-à-dire de devenir une langue savante si jamais elle devient une langue morte. Mais, dira-t-on, ne pourra-t-il pas arriver que les critiques à venir fassent remarquer dans les écrits que vous admirez des fautes si grossières que ces écrits deviennent des ouvrages méprisés par la postérité? Je réponds que les remarques les plus subtiles des plus grands métaphysiciens ne feront pas déchoir nos poètes d'un degré de leur réputation, parce que ces remarques, quand bien même elles seraient justes, ne dépouilleront pas nos poésies des agréments et des charmes dont elles tiennent le droit de plaire à tous les lecteurs. Si les fautes que ces critiques reprendront sont des fautes contre l'art de la poésie, ils apprendront seulement à connaître la cause d'un effet qu'on sentait déjà. Ceux qui avaient vu le Cid avant que la critique de l'Académie française parût avaient senti des défauts dans ce poème, même sans pouvoir dire distinctement en quoi consistaient ces défauts. Si ces fautes regardent d'autres sciences, si elles sont contre la géographie ou contre l'astronomie, on aura de l'obligation aux censeurs qui les feront connaître, mais elles ne diminueront guère la réputation du poète, qui n'est pas fondée sur ce que ses vers soient exempts de semblables fautes, mais sur ce que leur lecture intéresse. J'ai dit quand même ces remarques seraient bonnes, car suivant les apparences, pour une bonne remarque, il s'en fera 100 qui ne voudront rien. Il est certainement plus facile de ne point faire des remarques mal fondées quand il s'agit de poésie dont on a connu les auteurs et qui parlent des choses que nous avons vues ou dont une tradition encore récente a conservé les explications ou, si l'on veut, les applications, qu'il ne le fera dans l'avenir quand toutes ces lumières seront éteintes par le temps et par toutes les révolutions auxquelles les sociétés sont sujettes. Or, les remarques qui se font présentement contre nos poètes modernes et qui roulent sur des erreurs où l'on prétend qu'ils sont tombés en parlant de physique ou d'astronomie, montrent souvent que les censeurs ont envie de reprendre, mais non que ces poètes aient fait des fautes. Citons un exemple. M. Despréaux composa son épître à M. de Guillerag vers 1675, dans un temps où la nouvelle physique était la science à la mode, car il est parmi nous une mode pour les sciences comme pour les habits. Les femmes même étudiaient alors les nouveaux systèmes que plusieurs personnes enseignaient à Paris en langue vulgaire. On peut bien croire que Molière, qui composa ses femmes savantes vers 1672 et qui met si souvent dans la bouche de ses héroïnes les dogmes et le style de la nouvelle physique, attaquait dans sa seconde l'excès d'un goût régnant et qu'il y jouait un ridicule où plusieurs personnes tombaient tous les jours. Quand Despréaux écrivit son épître à M. de Guillerag, les conversations de physique ramenaient donc souvent sur le tapis les taches du soleil, à l'aide desquelles les astronomes observaient que cet astre tourne sur son axe à peu près en 27 jours. Quelqu'une de ces macules qui étaient disparues avant avait même fait beaucoup de bruit jusque sur le Parnasse. Les beaux esprits avaient dit dans leurs vers que le soleil, pour se rendre encore plus semblable au feu roi qu'il avait pris pour le corps de sa devise, se défaisait de ses taches. Dans ces circonstances, Despréaux, pour dire poétiquement que malgré le goût régnant, il s'attachait à l'étude de la morale préférablement à celle de la physique, sentiment très convenable à un poète satirique, écrit à son ami qu'il abandonne aux recherches des autres plusieurs questions que cette dernière science traite. Qu'un autre, c'est lui qui parle, aille chercher. Si le soleil est fixe, on tourne sur son axe. Ou tourne sur son axe. Il est clair que le poète entend parler ici uniquement de la question si le soleil placé dans le centre de notre tourbillon y tourne sur son axe, ou bien s'il n'y tourne pas sur son axe. La construction de la phrase prouve seule qu'elle ne saurait avoir un autre sens, et ce sens se présente d'abord. Cependant, il a plu à quelques critiques d'interpréter ce vers comme si leur auteur avait voulu y opposer le système de Copernic, qui fait tourner les planètes autour du soleil placé dans le centre de notre tourbillon. Au sentiment de ceux qui soutiennent que le soleil a un mouvement propre par
lequel il tourne sur son axe. Despréaux, s'il avait eu cette vue, aurait fait une faute. L'opinion de ceux qui soutiennent que le Soleil tourne sur son axe et l'opinion de ceux qui soutenaient, avant l'expérience, que le globe du Soleil était immobile, au centre du tourbillon, suppose également que le Soleil est placé au milieu du tourbillon, où Copernic a dit qu'il était placé. Perrault a donc objecté à Despréaux, il y a déjà plus de 30 ans, que ceux qui tiennent que le Soleil est fixe et immuable sont les mêmes qui soutiennent qu'il tourne sur son axe, et que ce ne sont pas deux opinions différentes, comme il paraît le dire dans ses vers. Il est vrai, ajoute Perrault, quelques lignes plus bas, qu'il n'est pas honnête à un si grand poète d'ignorer les sciences et les arts dont il se mêle de parler. Mais ce n'est point là la faute de Despréaux, si Perrault l'entend mal, et c'est encore moins sa faute s'il plaît à d'autres censeurs de se figurer que par ces mots, si le Soleil est fixe ou tourne sur son axe, il ait voulu opposer le système de Copernic avec le système de Ptolémée, qui suppose que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Despréaux a dit 100 fois qu'il n'avait songé qu'à opposer le sentiment de ceux qui faisaient tourner le Soleil sur son axe au sentiment de ceux qui ne voulaient pas qu'il tournât sur son axe. Et le vers le dit même assez distinctement pour n'avoir pas besoin d'être interprété. De pareilles injustices ne diminueront point la réputation de nos poètes, puisque celles qu'on fait aux anciens ne diminuent point la leur, quoiqu'elles soient en bien plus grand nombre. Comme ils ont écrit en des langues qui sont mortes aujourd'hui, et comme bien des choses dont ils ont parlé ne sont connues aujourd'hui qu'imparfaitement, au plus docte, on peut croire sans témérité que leurs censeurs ont tort fort souvent, même en plusieurs occasions où l'on ne saurait prouver qu'ils n'ont pas raison. Ainsi, nous pouvons promettre sans trop de témérité la destinée de Virgile, d'Horace et de Cicéron, aux écrivains français qui font honneur au siècle de Louis le Grand, c'est-à-dire d'être regardés dans tous les temps et par tous les peuples à venir, comme tenant un rang entre les grands hommes dont les ouvrages sont réputés les productions les plus précieuses de l'esprit humain.